Bonjour, c'est Sally. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de culture générale. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur du conflit le plus dévastateur du XXe siècle. On l'avait surnommé la Der des Ders, la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres. Et pourtant, 20 ans plus tard à peine, le monde s'embrasait à nouveau. Alors qu'est-ce qui a rendu ce second conflit mondial si différent, si total? C'est ce qu'on va voir. Tout commence avec une tactique militaire absolument terrifiante, une nouvelle façon de faire la guerre qui va mettre l'Europe à genoux en un temps record. On l'a appelée la guerre éclair. Le fameux Blitzkrieg. L'idée est simple mais dévastatrice. On combine la vitesse et la surprise. Des vagues de bombardiers et de chars percent les lignes ennemies, créant le chaos et la panique. Les adversaires sont paralysés, submergés avant même de comprendre ce qui leur arrive. Et les résultats sont, fulgurants. Regardez cette chronologie. En moins d'un an, les puissances de l'Axe menées par l'Allemagne nazie ont littéralement redessiné la carte de l'Europe. C'est une succession de conquêtes implacables. Très vite, la Grande-Bretagne se retrouve complètement seule. Son destin se joue alors dans le ciel. La Royal Air Force semble en infériorité numérique face aux bombardiers allemands, mais elle possède un avantage technologique crucial, une sorte d'arme secrète, le radar. Et puis, il y a cet esprit de défi, parfaitement incarné par le nouveau Premier ministre, Winston Churchill. Il va trouver les mots justes pour galvaniser toute une nation et promettre de ne jamais se rendre. Mais la guerre ne va pas rester qu'européenne. Le 7 décembre 1941, tout bascule. Une attaque surprise du Japon sur la base navale américaine de Pearl Harbor va précipiter les États-Unis dans le conflit. Et là, c'est officiel, la guerre devient véritablement mondiale. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, à ce qui rend cette guerre si unique et si terrible. Ce n'était pas juste une guerre pour des territoires, non, pour les nazis, c'était bien plus que ça. Une véritable croisade idéologique et raciale. L'objectif, l'extermination de populations entières. On parle de guerre d'anéantissement. Cette doctrine va connaître son expression la plus brutale lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Le but, ce n'est plus seulement de vaincre une armée, mais bien d'éradiquer des peuples, de les effacer de la carte. 30 millions. Ce chiffre donne le vertige. C'était le plan du régime hitlérien, anéantir 30 millions de Slaves pour créer ce qu'ils appelaient un espace vital pour la soi-disant race aryenne. Et cette folie meurtrière, elle se concrétise. 34 000 juifs, c'est le nombre de juifs exécutés en seulement 2 jours au ravin de Babi Yar, près de Kiev. Un exemple terrifiant de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Et puis, il y a eu l'industrialisation de la mort. 12 000. À son pic d'activité, c'était le nombre de personnes qui pouvaient être assassinées chaque jour dans un seul camp, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Mais, malgré l'horreur, au bord du gouffre, les Alliés commencent à s'organiser, à riposter. Et la guerre va connaître un tournant absolument crucial. Le vent est en train de tourner. Ce basculement, il se joue principalement en 1942, autour de 3 batailles monumentales qui vont tout changer. Midway dans le Pacifique, El Alamein en Afrique du Nord, et surtout, Stalingrad sur le front de l'Est. Dans le Pacifique, à Midway, les Américains réussissent un coup de maître. Ils ont déchiffré les codes secrets japonais et infligent une défaite cuisante à leur marine en coulant 4 porte-avions. C'est un coup d'arrêt brutal pour l'expansion japonaise. Mais le vrai tournant en Europe, le voici. Stalingrad. Des mois de combats de rue, d'une brutalité inouïe, dans les ruines de la ville. Et à la fin, l'impensable se produit. La puissante armée allemande capitule. Pour Hitler, c'est le début de la fin. Alors que l'étau se resserre à l'est, les Alliés portent le coup de grâce à l'ouest. C'est le fameux jour J, le 6 juin 1944. L'opération Overlord, le débarquement en Normandie est la plus grande invasion par la mer de toute l'histoire. Un second front est ouvert. L'Allemagne est désormais prise en tenaille. Le Japon fait face à une force écrasante. Le dernier chapitre de la guerre peut commencer. Et il sera particulièrement sanglant. Et voici l'image qui symbolise la fin de la guerre en Europe. Mai 1945, l'armée rouge entre dans Berlin. Ce drapeau soviétique qui flotte sur le Reichstag, c'est le symbole ultime de la défaite totale du régime nazi. Mais la guerre n'est pas terminée dans le Pacifique. Pour forcer le Japon à capituler, les États-Unis vont utiliser une arme nouvelle, d'une puissance terrifiante. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki mettent fin à la guerre, mais ils ouvrent aussi une ère nouvelle et angoissante, l'ère nucléaire. Le 2 septembre 1945, la guerre est enfin terminée. Le silence des armes se fait. Mais c'est seulement à ce moment-là que le monde commence vraiment à prendre la mesure de toute l'horreur qui vient de se dérouler. À mesure qu'ils libèrent l'Europe, les soldats alliés découvrent l'inimaginable, la réalité des camps de concentration et d'extermination. Le monde est confronté aux preuves d'un génocide planifié, méthodique, industriel. Comment nommer une telle barbarie ?
Les mots existants ne suffisent plus. Il faut alors créer un nouveau concept juridique, le crime contre l'humanité. C'est pour ces faits que les dirigeants nazis seront jugés au procès de Nuremberg, avec une idée en tête, établir qu'il y a des actes impardonnables, même en temps de guerre. La guerre était finie, mais son héritage, lui, ne faisait que commencer. Et cette question, née dans les cendres de la Seconde Guerre mondiale, elle résonne encore très fort aujourd'hui. Comment s'assurer que le pouvoir rende des comptes pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais ?